sur le panel dont le thème est matrilinéarité et matriarcat dans la culture populaire au Sénégal, comment influencer les attitudes envers l'égalité des genres. Je vous remercie donc pour votre attention et je laisse la parole à Dr Gassama. Absa, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Tidiane Diawara. Merci beaucoup, chers collègues et collaborateurs de l'UVS. Bonjour à tout le monde. Je commence par remercier le directeur du PIE, professeur Ousmane Sall et professeur aussi Alassane Diop qui m'ont en fait invité à tenir ce panel, hein, parce que dans le groupe des pairs, il y a eu des jours où on a eu une discussion vive autour de ces questions. Et à ce moment-là, comme on avait commencé la discussion avec le professeur Maram Gaye qui arrive dans un moment, l'année dernière, le colloque qui s'est tenu, qu'on a eu à faire 2 colloques en même temps. Cette année, on a tout fait. On voulait réduire pour vraiment être ensemble et j'en suis vraiment ravie parce que c'est quand même le but. Hein. Voilà, la sororité, ça se travaille à tout moment. Donc, après cette question qui s'est soulevée auprès des enseignants-chercheurs de l'UVS, on a répertorié les questions, on les a partagées avec Dr Maram Gaye notamment, avec qui on travaillait dessus. Et puis, on a eu au docteur Awa Bokar Lital, qui est, en fait, elle m'a été présentée en premier lieu par mes étudiants. Ensuite, à chaque fois, une personne cherchait à nous présenter, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, heureusement, aujourd'hui, on peut se rencontrer. Et donc voilà, je pense que même dans le panel précédent, on a eu à l'entendre. Nous, on milite pour la cause des femmes en dehors de nos activités d'enseignants-chercheurs, que ce soit professeur Maram Gaye ou docteur Awa Bokar Lital. Donc, en général, donc chaque fois quand on parle d'égalité de genre, on nous répond comme ça assez facilement, ouais, mais nous, notre société était assez égalitaire, il n'y a pas de souci, ça c'est des affaires de toubab, voilà. Et on trouvait que c'était une réponse un petit peu rapide et qu'il fallait questionner ça. Donc, je vais la faire tout à l'heure. Ok, donc on a perdu certains de nos invités parce que le 8 mars, c'est toujours très complexe. Le docteur Fatou Sow, jusqu'au dernier moment, a pensé pouvoir être avec nous. Mais voilà, elle pensait pouvoir être à 2 activités, ça n'a pas été possible. Et professeur Fatkine Kamara était là ce matin avec nous et s'est éclipsée pour une activité et espère nous revenir avant la fin du panel. Mais dans tous les cas, la discussion aura lieu parce que à ma droite, j'ai docteur Awa Bokar Lital, qui est chérantiste, si on peut le dire. Donc, qui va nous dire les thèses de Cheikh Anta Diop et qui est plus proche de ce que les gens essaient d'interpréter dans le milieu très populaire, qui ne connaissent pas vraiment ces questions. Et à ma gauche, j'ai professeur Maram Gaye qui nous vient des États-Unis. Donc, docteur Awa Bokar Lital est enseignante associée au Canada. Mais je vais vous laisser le soin de vous présenter de façon beaucoup plus claire. Et puis, professeur Maram Gaye est enseignante en Caroline du Nord. Elle aussi, elle va se présenter.
et elle est féministe. Donc, du coup, vous allez voir, elle a même posé tout à l'heure une question pour dire, ben voilà, bon, avant c'était comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe actuellement? Ah bon? Ouais, d'accord. Ben, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi, je vous aurais aidé. Mais je voulais d'abord camper le décor. Parce que, je vais même pas lire, je vais juste dire comme ça, c'est un cours de la famille. De toute façon, je le fais tout le temps. Je vais vous dire juste comme ça. Parce que c'est quoi le thème de notre débat pour le dire? Matrilinéarité et matriarcat dans la culture populaire du Sénégal. Comment influencer les attitudes envers l'égalité des genres? Donc, je pense que ce que mon collègue Ibnou Konté disait, c'était comment influencer l'égalité aussi en évoquant que dans notre société de base, on était égalitaire. Mais on a tendance à parler quand même de matriarcat. On a eu des femmes politiques tout à l'heure même qui parlaient de prendre le pouvoir pour pouvoir influencer la société. Donc, la question profonde qu'on nous dit notre société était égalitaire, cela reviendrait à dire qu'il y avait un matriarcat au même titre qu'un patriarcat. Parce que quand on utilise les arcas, c'est-à-dire on est dans la dimension du pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre cela avec la patrilinéarité et la matrilinéarité? Ce qui veut dire que ça peut même être bizarre quand on l'entend, parce qu'on est apparenté de la même manière du côté du père et du côté de la mère. Mais pour vous dire que la société est très forte, la société s'est construite en faisant la différence, en disant que certaines personnes, dans la patrilinéarité, seraient plus apparentées du côté du père. D'autres vont dire plus apparentées du côté de la mère, matrilinéarité. Et la société, elle parle avec ces mots, on dit les choses. On dit Menundei Genyobai. Menundei, tout ce qui est biologique se transmet par le sein, par tout ça. Et tout ce qui est social, guignon, ceinture sociale, c'est le père. Ce qui entraîne, on est plus vers la patrilinéarité. Même la fameuse Badiane, parce que la société, la culture, elle se dit par les mots. Quand dans une société comme en français, on dit tata tout court. On ne dit pas, chez nous, il y a Badiane, il y a Umpagne. Et ces termes-là montrent clairement l'importance qu'on donne à tel ou tel. Donc, quand on parle de Badiane, même, c'est montrer que même si on est tata, être tata du côté du père, parce que le père est plus important, c'est quelque chose. Je m'en arrête là juste pour camper le décor, pour vous montrer comment, à partir de ce qui est naturel, biologique, l'être humain construit quelque chose de social. On est apparenté de la même manière au père et à la mère, du côté du père et de la mère, mais on fait la différence. Donc, je vais vous laisser vous présenter d'abord et ensuite, j'avais répertorié les questions qui étaient ressorties, je les même déjà partagées avec vous et puis après, je vais vous reposer toute cette série de questions et vous y répondrez comme vous voulez. Allez-y. Merci, Dr Absa Gassama, avant tout de l'invitation. Et puis, nous nous connaissions virtuellement et c'est aujourd'hui qu'on s'est connus réellement. Je vous salue l'assistance, en particulier de Beral Nuyobi si jigéen yi di leen souhaiter bonne fête de la journée des droits de la femme. Bravo les femmes, vive vous. Je remercie l'université, on dira plus UVS, on dira l'université de mon oncle Cheikh Hamidou Kane. Merci de l'invitation et félicitations d'avoir organisé un panel pareil. Je vais juste regarder l'heure.
à quelle heure je commence pour ne pas abuser. Donc, c'est vraiment je dirais presque une innovation, je ne sais pas, parce que comme je suis à l'extérieur, mais c'est une excellente initiative d'organiser ces panels-là sur les femmes, parce que même le premier panel, c'était le cas, à l'occasion du 8 mars, et puis aussi du lancement de votre logo aujourd'hui même. Toutes mes félicitations. En effet, quand j'ai discuté avec Dr Gassama, avec le titre, je lui disais que je ferais une lecture rapide de la maternité et surtout du matriarcat à la lumière de la pensée de Cheikh Anta Diop. Parce que comme je l'ai démontré dans mon livre « De la reine de Saba à Michelle Obama », africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui est mon maître à penser, auprès de qui j'ai vécu en tant que jeune chercheur en formation, mais également en tant que militante, surtout dans son parti politique, le Rassemblement national démocratique, durant 9 années, 3 mois et 3 jours, c'est-à-dire 3 jours avant son décès. Et cette position privilégiée d'être dans la garde rapprochée, comme dit le préfacier de mon livre, sur lui, d'être parmi ces gens de confiance, j'ai reçu tellement de questions qui me disaient qui est Cheikh Anta, parce qu'on m'a invité en 2010 à Atlanta, sachant que j'étais une disciple de Cheikh Anta. Il y avait un séminaire qui voulait commémorer son passage à Atlanta en 1985, où on lui avait rendu beaucoup d'honneur, dont le fait de décréter le 4 avril Cheikh Anta Day, c'est-à-dire la journée Cheikh Anta le 4 avril. Curieusement, ça correspond à notre fête nationale d'indépendance. Et on m'a tellement dit, Awa, parle-nous de l'humain, parle-nous de Cheikh Anta, parce qu'on peut accéder à son œuvre, aussi bien scientifique qu'intellectuelle, parce qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit beaucoup. Et on peut avoir accès à sa connaissance, à la connaissance de son œuvre par Internet, mais on ne sait pas qui est l'humain, qui est l'homme, Cheikh Anta Diop. Et ce privilège d'avoir été à ses côtés durant près d'une décennie m'a, sous les coups de la question qui se multipliait, qui venait d'un peu partout, aussi bien en Europe, en Amérique, en particulier chez les Afro-Américains, au Canada, etc., m'a conduit à écrire un livre sur lui, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. Quelles sont les valeurs de Cheikh Anta, quelle est sa personnalité, etc., etc. Donc, je disais, comme je l'ai démontré dans le premier livre, De la reine de Saba à Michelle Obama, où je parle de la contribution des femmes africaines à la civilisation universelle, parmi le legs multidimensionnel du grand savant panafricain, Cheikh Anta Diop, il figure un champ riche, mais peu connu et peu exploré, pourtant capital, c'est-à-dire son apport aux études féminines, voire féministes. Ce faisant, dans la perspective d'analyser le passé africain pour comprendre son présent et le projeter dans l'avenir, c'est-à-dire est prépondérant dans la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Celle-ci passe par la restauration de la vérité de l'histoire africaine, sciemment falsifiée par l'idéologie coloniale et d'infériorisation des Africains. Cette restauration, par une démarche scientifique, grâce à une démarche scientifique, il a pu établir un univers culturel souvenez-vous que dans l'idéologie esclavagiste, on est allé jusqu'à dire que les Africains n'avaient pas d'âme, n'avaient pas de culture. D'ailleurs, les Afro-Américains appellent Cheikh Anta Diop le rédempteur. Parce que ce qu'on leur avait dit, c'était que vous
vous êtes des esclaves, vos ancêtres étaient des esclaves, vos enfants seront des esclaves. Parce que vos ancêtres n'ont rien apporté à l'humanité, n'est-ce pas? Et Cheikh Anta vient leur dire par son œuvre qu'au contraire, non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité d'où vous venez, et c'est par des différenciations. C'est plus tard que l'homme blanc est apparu. Et il n'y a pas d'homme blanc. Il y a un homme, il y a le blanc, c'est l'homme dénigrifié, c'est-à-dire qui a perdu sa mélanine, qui n'est apparu que 20 000 ans après l'apparition de l'être humain, en milieu humain, en milieu africain du moins. Mais du fait de la glacification, même nous, quand on va en Europe, quand on reste longtemps, on devient plus clair. Dañuy xaw a leer wala xees, n'est-ce pas? Ndax de soxlatuñu mélanine bi nga xam ne bi mooy protéger la peau pour que mu bañ a lakk. Donc, comme je dis bien, le blanc n'est qu'un être dénigrifié, c'est-à-dire qui a perdu sa mélanine au fil de milliers d'années, de près de 20 000 ans. Donc, il établit, et quand on dit que tu es sans histoire, sans civilisation, Cheikh Anta vient établir que toute la civilisation humaine part des Africains, c'est-à-dire de l'Égypte antique, qui était le berceau qui a donné même l'écriture, qui a donné même la langue, la façon de parler, tel que Socrate le fait, tel qu'on le fait aujourd'hui, etc. N'est-ce pas? Et donc, aux Africains, l'humanité doit la civilisation, l'écriture, les religions, etc., etc. Dans cette divine, il fait appel à la pratique de la circoncision, qu'elle soit féminine ou masculine, et aussi le domaine linguistique, la linguistique comparée, mais aussi au matriarcat et au système matrilinéaire. Dans l'antériorité nègre, mythe ou réalité, il affirme, il rappelle, la culture africaine actuelle plonge ses racines dans les limons de la vallée du Nil. C'est-à-dire, il montre d'abord d'où nous venons. Il est admis aujourd'hui que la culture pharaonique est africaine, n'est-ce pas? Contrairement à ce que certains théoriciens occidentaux avaient dit, que même l'Égypte, c'est des gens extraterrestres. Ils sont allés jusqu'à dire que c'est des extraterrestres qui étaient venus faire les pyramides d'Égypte et retourner pour justement ne pas donner aux Africains, aux Noirs, cette capacité civilisationnelle, technique, etc., etc. Puis, dans l'unité culturelle de l'Afrique, qui est ici où il parle dans le sous-titre, est justement le domaine du patriarcat et du matriarcat. Il précise, le matriarcat est à la base de l'organisation sociale en Égypte comme dans le reste de l'Afrique noire. Parce que c'est une question en fait de berceau. Comme Baphomet, par exemple, un théoricien occidental, il démontre que le matriarcat a fait comme il fait de l'évolutionnisme. Il dit que le matriarcat a été le premier système, parce qu'en fait c'est un système organisationnel, n'est-ce pas, dont, bon, malheureusement, le temps ne nous permet pas de tout développer, mais il dit que le matriarcat a été la première étape de l'humanité, et après, c'est après que l'autre matriarcat, d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Peut-être qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de tout ça, mais il montre comme si le matriarcat était une étape, mais une étape inférieure, n'est-ce pas? Et le patriarcat, et plus tard, on a évolué vers le patriarcat, qui est vraiment le haut fait, où c'est la figure paternelle, etc., etc. C'est pas qu'un individu ait plus de parenté avec le père ou ait plus de parenté, mais dans l'organisation sociale africaine, depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours, la femme, en fait, jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup d'influences quand même d'abord l'influence arabe avec l'islamisation, la christianisation
colonisation, etc., etc. Mais aussi l'esclavage, la colonisation, où ces gens qui avaient dit que nous n'avions pas de culture sont venus nous apporter leur culture. Cheikh Anta est catégorique là-dessus. Il dit le matriarcat est à la base de l'organisation en Égypte comme en Afrique. En effet, à l'image de l'Égypte pharaonique, les plus anciennes sociétés sédentarisées de l'Afrique noire étaient organisées sous un régime matriarcal que l'homme a conçu avec la femme, en accord avec la femme. C'était un système organisation, c'était une organisation sociale. C'était pas qu'il y avait une opposition entre les hommes et les femmes. Il dit, le régime matriarcal aidant, nos ancêtres, antérieurement à toute influence étrangère, avaient fait à la femme une place de choix. Non pas la courtisane, mais la mère de famille. Cela est vrai depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours. À propos de l'accès des femmes, par exemple, au pouvoir politique, se référant à Petri, qui a tenté de reconstituer les structures prédynastiques égyptiennes, Cheikh Anta nous présente la lignée des Sepsou. Il dit, je cite, « Au-dessus de ces chefs territoriaux, il y avait la classe des nobles, les Sepsou qui étaient les riches propriétaires, plus souvent femmes qu'hommes, vu que les femmes étaient toujours les tenancières de la propriété sédentaire. La charge électorale Sepsou était la fonction élective la plus élevée, la situation la plus élevée pour une femme qui était la princesse Sepsou. Il dit bien connu dans le cas de la reine Yapsepsou de la 18e dynastie. Et c'est par la reine Yapsepsou que je commence ce livre, que j'appelle nos ancêtres, les ancêtres féminins. On peut parler de la reine Candace, de la reine Sepsou, était déesse pharaon 15 siècles avant Jésus-Christ. Alors que ce qu'on nous dit, c'est que les Africains n'ont pas donné la place à la femme. Et comme vous disiez tout à l'heure sur votre panel, bien au contraire, dans l'organisation sociale africaine, de l'Égypte antique jusqu'à la période précoloniale, dans l'Afrique, il y avait justement, les femmes avaient une position. Et il ajoute que cette déesse fut choisie par son père comme son successeur au trône, alors qu'elle avait 2 frères, Toutsémine II et Toutsémine III, mais dont la mère n'était pas de sang royal. C'est dire que l'individu acquérait la noblesse par sa mère, en d'autres termes que la succession au pouvoir se faisait par la voie utérine, c'est-à-dire par la lignée des femmes. Ce qui fait qu'il y a les 2 berceaux, le berceau méridional en Afrique, où la lignée est matriarcale, l'héritage se fait par la mère, alors que dans le berceau indo-européen, comme le démontre très très bien Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire, le régime est patriarcal. Et c'est un lieu où les femmes ont peu de pouvoir. C'est pourquoi plus tard encore, les fondateurs des nouvelles dynasties, pour accéder au trône, ajoutent Raghia Safir, épouser ces princesses de sang royal. Ces grands prêtres d'Amon, dit-il, ne furent rois qu'au nom de leur femme ou de leur mère. Donc, le pouvoir s'acquérait par la mère, même pour un homme. Si vous n'aviez pas une mère de sang royal, si vous n'aviez pas, ou bien que vous n'épousiez pas une femme de sang royal, vous ne pouvez pas accéder au trône. C'est-à-dire, Cheikh Anta précise que contrairement à ce qu'on a vu en Europe, une société patriarcale, le pouvoir de ces reines égyptiennes n'était pas de façade. Elles l'exerçaient en toute autonomie, même quand leur époux était de rang royal, comme la reine Yapsepsou, dont le mari vécut dans son ombre. De même, en Afrique précoloniale, l'héritage des biens et du pouvoir se faisait par la mère.
Il dit, je cite, le fait que ce soit les femmes, par exemple, qui gouvernent, dit Cheikh Anta, est resté ancré dans les consciences collectives égypto-africaines, au point qu'encore aujourd'hui, dans certaines ethnies en Afrique, celui qui porte le titre est appelé mère de la patrie. Alors qu'en milieu indo-européen, on parle de père de la nation ou père de la patrie. Il donne un exemple. Il y a plusieurs exemples qu'on pouvait donner, aussi bien en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Bienvenue Fatkine. Donc, je suis très heureuse que ma sœur Cheikh Antaïs Fatkine soit là, que je parle justement sous son contrôle. Donc, le fait que ce soit les femmes qui gouvernent, dit Cheikh Anta, est resté dans les consciences collectives égypto-africaines, au point que celui qui gouverne est appelé Ndeye ji Réew, n'est-ce pas, et surtout chez les Lébou. Il dit en effet, Cheikh Anta dit, en effet, au Sénégal, un homme qui gouverne selon la coutume appelée dans certains cas Ndeye ji Réew, mère de la patrie, et cela ne choque personne. Cette fonction coutumière existe encore chez les Lébou, n'est-ce pas? Les femmes, dit Cheikh Anta, participer à la direction des affaires publiques dans le cadre d'une assemblée féminine siégeant à part mais jouissant de prérogatives analogues à l'assemblée des hommes. Ces faits sont demeurés sans changement jusqu'à la conquête coloniale. Fin de citation. Il le dit dans l'Afrique noire précoloniale. C'est d'ailleurs au nom de ce pouvoir que l'Assemblée des femmes du royaume de Béanger, réunie la nuit, renverse la décision des hommes, celle de l'Assemblée, parce qu'il y avait une Assemblée des hommes et une Assemblée des femmes. L'Assemblée des hommes se réunissait le jour. L'Assemblée des femmes se réunissait la nuit, amender les décisions de l'Assemblée des hommes. N'est-ce pas? Et dans ce cas, dans le royaume Béanger, réunis la nuit, les femmes renversèrent celles des hommes, réunis le jour, et choisirent l'ordre de la mobilisation et de guerre pour résister à l'armée française commandée par le colonel Dodds. Cette décision fut ratifiée par la suite par les hommes. Ce fut aussi grâce à ce pouvoir décisionnel des femmes casamançaises, contrairement à l'avis des hommes qui devaient livrer, excusez-moi, contrairement à l'avis des hommes, décidèrent sous la direction de la prêtresse Aline Sitoé Diatta de ne pas livrer leur récolte aux colonisateurs qui exigeaient l'effort de guerre, comme il le disait. Et ils engagèrent contre la domination politique et l'exploitation économique. C'est un cas de figure de résistance féminine sur la société qui a été immortalisé par un film qui s'appelle Emitaï, le film de notre regretté Ousmane. Un autre cas corrobore la thèse de Cheikh Anta Diop à propos de l'accès des Africaines au pouvoir colonial. Elle nous vient de l'anthropologue sénégalaise, notre amie Fatou Sow Sarr, qui évoque le système politique du Wallo. Dans ce royaume, le choix du barak revenait aux femmes et était assumé par les femmes. Elles portaient cette fonction importante d'électrice du roi à titre de lingueur. Ce partage des fonctions permettait le respect de l'équilibre des lignées maternelles et paternelles de la royauté. Ce bicaméralisme spécifique en Afrique noire, notamment le partage des pouvoirs entre les hommes et les femmes, reposant sur la dualité des sexes, Cheikh Anta dit, loin d'entraver la vie nationale et opposer les hommes et les femmes, garantissait au contraire l'épanouissement de tous. Il le dit dans l'Afrique noire précoloniale. Au terme de sa démonstration de l'existence du constitutionnalisme des États africains précoloniaux, ainsi que dans celle des mécanismes de contre-pouvoir, Cheikh Anta fait l'éloge de ce qu'il appelle dans le passé démocratique de nos ancêtres à travers leur pratique de constitutionnalisme, de contre-pouvoir et de bicaméralisme.
Cheikh Anta déclare, c'est à l'honneur de nos ancêtres d'avoir su créer un tel type de démocratie. En la restaurant sous une forme moderne, nous restons fidèles au passé démocratique et profondément humain de nos aïeux. Fin de citation. Il le dit dans les fondements d'un État fédéral d'Afrique de l'Ouest. Dans son entreprise de restauration de la vérité historique sur l'Afrique, Cheikh démontre que le respect de la femme ainsi que le partage des pouvoirs entre les hommes et les femmes qui composent la société, en fait c'est un problème de système, d'organisation sociale, qui notamment entre les hommes et les femmes, étaient des valeurs africaines que les citoyens et les dirigeants des pays africains gagneraient à restaurer pour une réelle résistance africaine, renaissance africaine. On mesure alors la fécondité et l'audace de cette pensée qui n'hésite pas dans une démarche strictement scientifique à proposer aux générations présentes et futures des solutions inédites aux problèmes spécifiques liés au développement de l'Afrique. Face à ces constats, M. Ousseynou Bey, qui a préfacé mon livre Cheikh Anta, l'humain derrière le savant, et qui est aussi enseignant ici à l'université Cheikh Hamidou Kane, s'exclame un bicaméralisme genre dans des institutions africaines modernes. Et il pose la question. Et pourquoi, par ailleurs, quel autre féminisme dans l'histoire contemporaine aura dépassé ou atteint un tel degré d'engagement féministe que cette position du pharaon du savoir, Cheikh Anta Diop? À mon sens, Dr Gassama, pour influencer les attitudes et les comportements envers l'égalité des genres et ailleurs, ici au Sénégal et ailleurs en Afrique, il faudrait entre autres porter tant au niveau académique que public ces données de la restitution de la conscience historique africaine, c'est-à-dire notre riche patrimoine civilisationnel pour lequel le pharaon du savoir s'est battu durant plus de 40 ans en luttant scientifiquement contre la falsification de l'histoire. Ce sera là l'un des meilleurs hommages à lui rendre durant cette année 2020 qui est l'année du centenaire de Cheikh Anta Diop. Donc, approprions-nous des idées de Cheikh Anta Diop qui montrent où est-ce que l'Afrique en était avant la colonisation. Qu'est-ce que nous avions avant? Parce qu'on nous parle aujourd'hui de la bonne gouvernance. Mais en 1776, la charte de Korodo, la charte de Mandé sous Souleymane Baal explique très bien la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Que le choix ne soit pas héréditaire et que si on voit que la personne est en train de s'enrichir sur le dos du peuple, destituez-le, prenez-lui ses biens, etc., etc. Donc, nous avions beaucoup de choses, et dans la charte de Kouroukan Fouga du Mali, de l'Empire du Mali, je ne dis pas du Mali, mais je dis de l'Empire du Mali, qui était l'Empire de l'Afrique de l'Ouest, dans la charte, cette charte a été créée a été écrite, convention en 1236, c'est-à-dire 5 siècles et demi avant qu'on parle de parité au Sénégal, comme si ça nous venait de l'Occident, comme si c'est quelque chose qui nous était importé, alors que le respect de la femme, le fait que la femme soit au centre de la société, c'est spécifique, c'est dans les us et coutumes africaines et ça se retrouve partout en Afrique, qu'on soit en Afrique de l'Ouest, qu'on soit en Afrique centrale, qu'on soit en Afrique du Sud, etc., etc. Restaurons cette conscience-là. Prenons conscience des œuvres de Cheikh Anta Diop, des idées de Cheikh Anta Diop, parce que c'est elle qui permettra la renaissance africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur, docteur Awa Bokar Littal, pour cette brillante démonstration qui est comme on a l'habitude de le faire en sciences maintenant, la pensée décolonialisée. Merci pour cette brillante démonstration et qui nous permettrait justement d'avoir les outils
outils pour répondre, parce que comme disait professeur Maram Gay tout à l'heure, que maintenant, on est quand même dans l'inégalité. Et comme on est dans cette phase de pensée décoloniale, les gens, c'est vrai qu'ils n'acceptent pas que les choses viennent de l'extérieur pour influencer leur changement. Donc, merci pour cette démonstration qui nous montre les bases de notre société grâce à Cheikh Anta, qui est votre mentor et qui nous permet de voir. J'ai bien aimé ces exemples de Ndeye Direu, hein, et j'aurais bien aimé qu'on appelle comme ça notre président de la République. Hein. Ndeye Direu, Barak. Voilà, donc j'espère que, comme les femmes politiques qu'on a retrouvées ici tout à l'heure, Dr Nafissatou Diouf, Mame Diarra, tout ça, qui pourront s'en inspirer. Sans plus tarder, donc je laisse la parole à professeur Maram Gay, avant d'en arriver à professeur Fatou Kiné Camara, qui nous a rejoint. Elle était là ce matin, mais comme le 8 mars, hein, les femmes brillantes sont très, très sollicitées. Donc, elle a été à Amadou Ampateba pour participer à un panel et nous est revenue. Merci beaucoup pour cet effort. Donc, je passe d'abord la parole à professeur Maram Gay, qui nous vient des États-Unis. Pouvez-vous vous présenter avant, s'il vous plaît? Bonsoir, salam alaikum. Je suis Maram Gay, je suis professeure titularisée en littérature africaine en genre et en anglais. Je suis un produit du département d'anglais de Cheikh Anta Diop et je suis une Saloum Saloum de Kaolack et aussi une femme griotte de caste griotte. Je tiens à préciser ça parce que plus tard, je voudrais revenir sur le fait que Cheikh Anta a écrit sur l'aristocratie et que souvent quand on parle du pouvoir des femmes, dans l'Antiquité ou bien dans notre histoire, on parle des femmes nobles. On parle rarement des femmes castées. Donc, dans le programme, on nous avait demandé de définir le matriarcat, de parler du matriarcat, et je tenais à préciser que souvent quand on parle du matriarcat, surtout dans des forums comme ça, on a tendance à croire que le matriarcat est une inversion du patriarcat, alors que ce n'est pas le cas. Donc, les matriarcats ne sont pas simplement un renversement du patriarcat. Les femmes règnent sur les hommes, comme le veut l'interprétation erronée habituelle. Les matriarchies sont des sociétés centrées sur la mère. Elles sont basées sur les valeurs maternelles, prendre soin, nourrir, être maternelle, ce qui vaut pour tout le monde. Et c'est de là que vient le terme Ndeye Direu. Pour les mères et celles qui ne le sont pas, pour les femmes et les hommes. Donc, on peut être Ndeye, on peut être matriarche sans pour autant avoir biologiquement enfanté. Les sociétés matriarcales sont consciemment construites sur ces valeurs maternelles et le travail maternel, et c'est pourquoi elles sont beaucoup plus réalistes que les patriarcats. Elles sont par principe axées sur les besoins. Leurs préceptes visent à satisfaire les besoins de chacun avec le plus grand bénéfice. Ainsi, dans le patriarcat, le maternage, qui a pour origine un fait biologique, se transforme en un modèle culturel. Ce modèle est beaucoup plus adapté à la condition humaine que la façon dont les patriarcats conceptualisent la maternité et l'utilisent pour faire des femmes et surtout des mères des esclaves. Donc, ce que je veux dire par là est que quand on parle de patriarcat, on pense au pouvoir, l'exercice du pouvoir et la domination. Donc, quand on parle de matriarcat, on parle maintenant d'équité et de la mère nourricière.
Dans les cultures matriarcales, l'égalité signifie plus qu'un simple nivellement des différences. Les différences naturelles entre les sexes et les générations sont respectées et honorées, mais elles ne servent jamais à créer des hiérarchies. Dans le patriarcat, par exemple, l'homme est privilégié, il est le dominateur et les femmes et les enfants sont dominés. Les différents genres et générations ont leur propre dignité et grâce à des domaines d'activité complémentaires, ils fonctionnent de concert les uns avec les autres. Dans la société africaine d'antan, dont on nous parle souvent, qui était quasi égalitaire, il y avait une division des tâches et des sphères, mais cela ne voulait pas dire que l'un était plus important que l'autre. Les matriarcats sont des sociétés à égalité complémentaire où l'on prend grand soin d'assurer un équilibre. Cela s'applique à l'équilibre entre les sexes, entre les générations et entre les humains et la nature. Et là, cela me fait penser au livre de la Nigériane Oyeronke Oyewumi qui s'appelle L'invention de la femme, qui dit qu'en Afrique, en matière de genre, le terme femme même a été inventé par les Européens parce que nous avons tellement appris des Européens que nous avons caricaturé leur culture. Et moi, je vais ajouter aussi la culture arabe. Et je vois beaucoup de contradictions dans nos discours. Par exemple, on nous dit que notre société ancienne était égalitaire en tant que société africaine, mais tout à l'heure aussi, on nous a dit qu'on ne peut pas changer la religion et la religion dont on parle en ce moment, c'est la religion judéo-chrétienne. Donc, nous avons abandonné nos religions anciennes, nous avons adopté la religion islamique et le christianisme et nous avons du mal à faire une différence entre la culture arabe et l'islam en tant que religion. Et je dis qu'au Sénégal, des fois, on a tendance à croire que notre histoire commence quand on a rencontré les Arabes. Et que souvent, notre référence, c'est l'islam, notre rencontre avec les Arabes. Mais ce qui s'est passé avant, ce dont Cheikh Anta était en train d'écrire, on l'oublie ou on le laisse de côté, on ne se l'approprie pas. Souvent, quand les Sénégalais parlent, chacun dit « c'est souvent le cas, mais on ne dit pas que ce tout pharaon là, ou bien ce tout Dieu qui est un Africain pur et dur. Les valeurs maternelles en tant que principe éthique imprègnent tous les domaines d'une société matriarcale. Elles créent une attitude d'attention, de soins et de paix. Cela peut être observé à tous les niveaux de la société, le niveau économique, le niveau social, le niveau politique et les domaines dans leur vision du monde et leurs croyances. Au niveau social, les sociétés matriarcales sont basées sur le clan et sur l'ordre symbolique de la mère. Et là aussi, je veux m'arrêter pour parler de l'ordre symbolique de la mère, pour repartir sur ce que je disais avant, qu'on peut être mère sans pour autant avoir enfanté biologiquement. Et même un homme peut révertir les caractéristiques d'une mère dans sa manière de faire et de s'occuper de la communauté. Voilà, donc c'est pourquoi on parlait de Ndeye Djiréou. Mère Nature prend soin de tous les êtres, aussi différents soient-ils, et elle en va de même pour la maternité. Une bonne mère prend soin de tous ses enfants en embrassant la diversité. Et, tout à l'heure, dans le débat, dans le panel, le premier panel, on parlait de l'égalité des sexes, comment est-ce que on pouvait vraiment faciliter l'accès des femmes à l'espace numérique et tout ça. Et moi, j'aimerais qu'on ajoute une discussion sur l'environnement.
parce que quand on parle du traitement des femmes, on a tendance à oublier l'environnement et moi, je crois que même symboliquement, la terre est la mère nourricière que nous sommes en train de détruire et d'abandonner. Voilà, la terre-mère est vraiment, elle souffre en ce moment. Et symboliquement, je crois qu'on doit pouvoir faire un cordon entre les deux. Cela veut également pour les hommes, si dans une société matriarcale, un homme souhaite acquérir un statut parmi ses pairs ou même devenir un représentant du clan à l'extérieur, il doit être comme une bonne mère. Mais dans les matriarcats, il n'est pas nécessaire d'être une mère biologique pour être reconnue comme une femme, car les matriarcats pratiquent la maternité comme d'un groupe de sœurs. Je vous donne une anecdote. Hier, je parlais à une amie qui avait un problème au Ghana et un de ses frères s'est porté volontaire pour aller prendre soin du problème pour elle. Et c'est une famille qui ont perdu leur père et leur mère. Et je l'ai entendu se référer de son frère pour dire que c'est la mère de notre famille, alors que c'est un homme, mais il joue tout le rôle d'une mère dans la famille. Cette maternité est fondée sur la liberté des femmes de décider elles-mêmes d'avoir ou non des enfants biologiques. Et je crois que nous trouvons ces caractéristiques des fois aussi dans nos cultures, même dans la culture Wolof que je connais plus. Il y a beaucoup de femmes qui biologiquement n'ont pas d'enfants, mais qui ont beaucoup d'enfants. Parce que par exemple, nous pratiquons le CED. Donc, tu donnes ton enfant à une sœur et c'est son enfant à elle, tu dénies tout les responsabilités, elle devient la mère. Et la raison pour laquelle aussi on dit pas on n'a pas un terme, par exemple, pour la tante maternelle. On dit Ndey Jundaw. Donc, mais quand on parle de la tante paternelle, on a un terme qui dit Badjan pour vraiment montrer comment, dans la société Wolof, par exemple, le men est tellement important que si un enfant est issu de deux sœurs, ils sont des sœurs, vous voyez que votre cousin, c'est l'enfant de votre oncle maternel ou bien l'enfant de votre tante paternelle, mais jamais l'enfant de votre tante maternelle. Vous avez la même mère parce que vous allez traiter le même men. Donc, voilà, chez les Peul, elle va vous appeler mère. Chez les Wolof, on dit Ndey Jundaw, par exemple, à la tante ou bien Ndey Jumak, mais il n'y a pas un terme comme Badjan, je veux dire. Cela est possible parce que les peuples matriarcaux vivent ensemble dans de grands groupes de parenté formés selon le principe de la matrilinéalité. Le nom du clan ainsi que tous les statuts sociaux et titres politiques sont transmis par la lignée maternelle. Mais là aussi, il y a une nuance qui est très importante parce que même si les femmes transmettent le pouvoir, elles n'ont pas le pouvoir. Et ça, c'est très important et je crois que je pense qu'on va en discuter après. Donc, je crois que j'ai résumé mon intervention. Je ne veux pas aller trop loin avec mon accent aussi anglophone, mais non, je sais, et j'en suis consciente. Donc, je vais passer la parole et puis de me rif. Je passe la parole à Madame Fatou Kiné ou bien à Afsa. À Fatou Kiné, d'accord. Merci. Je voudrais m'excuser pour mon retard. C'est que je veux remercier Absa Gassama qui m'a invité à ce panel. Mais quand elle m'a invité, j'avais déjà accepté une invitation des étudiantes du club OADA de l'université Amadou Hampâté-Bâ. Donc je lui ai demandé si je pouvais venir en retard et elle a accepté. Et merci aussi à l'université numérique, cher Hamidou Kane, pour avoir organisé ce panel. Et vraiment, c'est un parrain idéal pour l'université numérique, ne serait-ce que pour ce que Safi a rappelé tout à l'heure.
le personnage qu'elle nous a offert, celui de la grande royale, qui montre l'importance, la place des femmes dans la famille et dans la société. Je ne vais pas faire comme a dit Maram, je suis d'accord avec elle, nous avons toutes faim, donc je vais juste... S'il vous plaît. C'est pas grave. Merci beaucoup. On a essayé de décrocher de grosses têtes, si vous pouvez en profiter. Je vais faire vite. Je vais pas faire une communication, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour dire que ma sœur Abokarli Tal et moi, on a fait la même communication. Parce que ce qu'elle a dit, c'est ce que je suis allée dire là-bas. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est la fin que j'ai entendue là sur le bicaméralisme et tout. Voilà. Donc, je n'étais pas là, mais j'étais là quand même, puisque Awa était là. Et moi, c'est ce que Maram a dit, Maram Gueye, je suis d'accord avec presque tout. Il y a un point, c'est sur les castes. C'est aujourd'hui que ça a été dévalorisé au point que on ne sait plus que les castes qui étaient en fait des corps de métier étaient dans l'aristocratie, en tout cas dans la gouvernance et dans l'aristocratie, parce que il y a eu en Afrique, et l'Afrique a été divisée entre les rois forgerons et les autres. Et les pharaons, c'était d'abord, il y a une interprétation qui dit c'était des rois forgerons. C'est ceux qui maîtrisaient cette haute technologie-là, qui avaient le pouvoir. Et pour ce qui est des griots, mais il faut lire, je crois que c'est Hérodote ou Diodore, je ne sais pas, mais si j'avais le texte, j'ai le texte dans mes documents, et malheureusement aujourd'hui je ne retiens plus, si c'est pas écrit devant moi, je ne sais plus les auteurs. C'est soit Diodore, soit Hérodote. Ce sont des Grecs qui ont écrit sur l'Égypte. L'un il y a 500 siècles avant Jésus-Christ, le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et quand ils décrivent, ils disent que les pharaons, qu'on nous présente aujourd'hui comme des dictateurs, ne pouvaient pas tout faire. Et qu'il y avait auprès d'eux des prêtres qui étaient chargés de leur rappeler qui ils étaient et leur généalogie, et qui ne pouvaient faire que le bien. Donc, quand on dit tout le rôle de ces prêtres-là, on se rend compte que ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle les griots. Ça veut dire que ces prêtres-là de l'Égypte ancienne, c'était en fait ce qu'on appelle les griots. Oui, d'où vient le problème? Parce qu'on a traduit en français une réalité africaine, et dans la traduction, on a perdu ce qu'ils représentaient. Si on va, il faut qu'on parle nos langues, il faut qu'on fasse de nos langues officielles. Quand on dit Gewel, qu'on regarde l'étymologie, c'est Gewel. Ça veut dire on leur fait place parce qu'ils sont les enseignants, ils sont les maîtres. Geu, ça veut dire Geu, c'est assembler le cercle. Et on fait cercle autour de qui? Autour de l'enseignant, autour du maître, autour du porteur de savoir. L'autre point, c'est donc les corps de métier, ils étaient représentés, Cheikh Anta nous le dit, dans l'Afrique noire précoloniale, en disant que dans les assemblées et au plus haut niveau conseil de la couronne, il y avait les représentants de tous les corps de métier, même de ceux qu'on considérait comme étant la classe sociale la plus basse. C'était pas des esclaves, hein, c'était vraiment ceux qui étaient au bas de l'échelle sociale. Mais il dit que c'est ça qui a prévenu le fait qu'en Afrique, il n'y a pas eu de révolution, parce que tout le monde participait à la gouvernance. C'est ça aussi la démocratie africaine. Donc, allez lire l'Afrique noire précoloniale. Ce qu'on appelle aujourd'hui les castes, qui étaient en fait des corps de métier, n'étaient pas ostracisés. Ils étaient au cœur du pouvoir. Il y a aussi dans les cahiers de Yoro Diaw, qui ont été repris par, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais j'aurais beaucoup de plaisir, Maram, à t'envoyer les références. Il dit qu'il y avait une femme griotte qui s'appelait la Callado, il écrit C-A-L-A-D-O, je ne sais pas comment on prononce, Callado ou Callado, qui seule avait la possibilité à tout moment, sans entrave, d'avoir accès au damel, au roi. C'était une femme griotte qui avait ce titre-là. Donc, il faut qu'on sache que la situation dans laquelle différentes catégories sociales se trouvent aujourd'hui, c'est un fait de la colonisation et un peu avant aussi, d'une certaine islamisation. Pour l'environnement, merci de rappeler que la terre-mère, c'est en Wolof, on dit, pour dire la droite, on dit Ndeyjor, ça veut dire mer, terre fertile, et pour dire la gauche, on dit Chamoun. Ce qui rappelle ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le frère de la mère, c'est le Niyai, celui qui est comme la mère, Niyai, voilà, celui qui est comme la mère. Niyai. Exactement, Niyai, et ça a été déformé en Niyai. Donc, pour montrer que c'était le couple qui était le couple dirigeant,
c'est la terre-mère, la droite, et son frère, Chamoun. Et enfin, même si les femmes, vous avez dit, même si les femmes transmettent le pouvoir, elles n'ont pas le pouvoir, oh que si elles avaient le pouvoir. Parce que, vous savez pourquoi est-ce qu'elles avaient le pouvoir? Parce qu'en Wolof, on dit, li yungu, li ku yungu le ëpp doole. Ce qui bouge, ce qui l'a fait bouger est plus puissant que ça. On voyait les hommes au-devant. On voyait les hommes au-devant, mais c'était les délégués des femmes. C'est les femmes qui leur disaient ce qu'ils devaient faire. Et ils étaient leurs délégués. Voilà, j'ai aussi des références pour ça, madame. Je vous remercie. Mais vraiment, on aurait aimé vous entendre beaucoup plus, Fatou Nekora, mais déjà, le résumé est excellent. Et comme d'habitude, hein, donc avoir Fatou Kité Camara, j'imagine que vous la connaissez. Moi, quand je venais de rentrer au Sénégal, je la voyais dans les médias. Et pour moi, non, mais le courage que vous aviez et que vous avez toujours m'étonne et m'épate, comme disait tout à l'heure Mme Diarra, mon étudiante. Bah moi, vous ne m'avez pas renseigné directement, mais j'étais votre étudiante, vous m'avez donné du courage aussi pour porter certaines choses et je suis vraiment heureuse de vous avoir. Donc, je vous promettais un débat, mais en fait, le débat n'a pas eu lieu. On est d'accord, on dirait qu'il y a bel et bien eu matriarcat au Sénégal et en Afrique, chez les Africains, mais que par le biais de la colonisation et que, voilà, la traduction a un peu biaisé certaines cultures. Mais quand même, la question de Maram de tout à l'heure reste entière. Aujourd'hui, nous sommes dans une société inégalitaire. Même avec toutes ces influences-là, donc comment faire maintenant pour nous inspirer de nos cultures traditionnelles, puisque on est dans une pensée décolonialisée, comment faire pour réinstaurer ça, voilà. Donc c'était ça et je suis très heureuse d'apprendre quand j'ai un problème avec certains termes wolof, c'est Maram que j'appelle pour lui dire, elle est peut-être angliciste mais elle a un excellent wolof parce que nous en anthropologie, en sociologie, comme je vous dis, la culture ça se transmet par le langage. Il est hyper important pour nous de comprendre les termes. La dernière fois, j'avais un questionnement sur le méret par rapport aux hormones, voilà, et elle m'a replacé que malgré que ce soit des hormones, c'est pendant la grossesse, autour de la grossesse que ça se replaçait. J'ai vraiment appris, je tiens à lire ces termes. Ndaïdjor, merci Fatou Kité Camara, Ndaïdjor, les termes Niyai, pour dire Nidjai, que je savais comment c'était important. Donc, maintenant, et puis Ndaïdjireo de Dr Awa Bokar Lital. Donc, je vois que il y a eu un retard, il y a des de table, puissiez dire votre dernier mot, situation actuelle de l'inégalité. Je ne vous ai pas reposé toutes ces questions parce qu'effectivement, les questions que je vous ai envoyées ont été prises en charge. Vous avez cherché à définir le matriarcat dans nos racines en Afrique et le monde entier en général. Voilà, et qui détient le pouvoir, est-ce que là aussi le débat aussi ça situe parce que Fatou Kité Camara vient de répondre à Maram que le sexe féminin aussi détenait le pouvoir. Dr Awa aussi l'a dit, ça aussi c'était une question qui transcendait et bien d'autres, je ne vais pas tous les reprendre, juste essayer de conclure avec un dernier mot de chacune des panélistes sur le fait de comment prendre en charge le fait qu'on ait quand même changé, qu'on n'est plus dans nos
nos valeurs ancestrales qu'on aime valoriser aussi parce qu'on a littéralement été détruite culturellement, on se remet debout, mais qu'est-ce qu'on en fait au jour d'aujourd'hui quand on fait le constat qu'il y a quand même une égalité voilà. Merci, Dr. Gassama. Je pense que qu'est-ce qu'on doit faire? Fort malheureusement, Fatkine, Cheikh Anta le dit depuis les années 50. C'est en 1948, que Cheikh Anta a écrit un article. C'était quoi l'année 48? C'était le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et c'est en ce moment que Cheikh Anta a écrit un article en disant « À quand la renaissance africaine ?» Parce que comme vous avez si bien dit, on a été déstabilisés, nos sociétés détruite, et j'écoutais hier un égyptologue qui donnait un cours à l'université Quai Branly sur Cheikh Anta. Il disait que l'épouse de Cheikh Anta, qui est chercheur aussi, qui est géographe, parle d'hystériocide, c'est-à-dire l'assassinat de l'histoire des Africains par les Occidentaux. Et comme disait Cheikh Anta, pour ce, ils ont procédé à la falsification de l'histoire et sciemment. Et il dit que c'est un crime contre l'humanité, cette falsification de l'histoire. Et après ces travaux, quand l'UNESCO l'a approché en 72, il y avait René Maillet qui était directeur de l'UNESCO, en lui disant « Nous voulons, Cheikh Anta, que tu viennes nous aider à réécrire l'histoire de l'Afrique et de l'humanité même. » Il a dit à une condition, parce que moi j'ai fait des thèses qui sont beaucoup contestées, et j'aimerais que vous organisiez une rencontre avec les égyptologues du monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'accepte de participer à la réécriture de l'histoire africaine à une condition. C'est que vous organisiez une rencontre avec les savants, les égyptologues du monde, et que mes thèses soient établies ou rejetées. Pendant 2 ans, l'UNESCO a pris le temps de préparer cette conférence-là. Il y avait 19 égyptologues, plus lui 20 égyptologues. Il était seul parce qu'il était à peine assisté par son disciple Théophile Obenga, qui est aujourd'hui le grand porteur de son œuvre. Cette conférence s'est tenue au Caire, en Égypte, du 28 janvier au 3 février 1974, c'est ce qu'on appelle le colloque du Caire. Et le rapport de l'UNESCO dit qu'il y a un déséquilibre entre ce que Cheikh Anta a dit et ce que les autres ont dit. Parce que autant ils fondent scientifiquement ces théories, autant les réponses n'ont pas été à la hauteur. Ça veut dire que les thèses de Cheikh Anta Diop ont pris le dessus, comme dit le cheikh antiste Dona Cemento, sur la fine fleur de l'égyptologie. Donc, il était déjà établi la véracité de ces thèses, que l'Afrique, que les Africains sont originaires de l'Égypte, que l'Égypte est la base de la civilisation humaine et que c'est elle qui a donné à tout. On parle du théorème de Thalès. Mais docteur Gassama, le théorème de Thalès existait 13 siècles avant Jésus-Christ sur le papyrus d'Égypte. Comment peux-tu dire 13 siècles après ta naissance ou même la naissance de ta nation que c'est de toi? N'est-ce pas? Et le piège est qui? Le Pythagore a été 20 ans en Égypte pour apprendre. Platon, 14 ans. Tous ces grands savants dont l'Occident s'énergueille ont appris chez nous. Comme nous allons apprendre aujourd'hui en Angleterre ou au Canada, ou etc., etc. Donc, pour revenir à votre question, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Et surtout vous les jeunes, vous les femmes, vous devez faire. C'est-à-dire nous approprier des idées et de la pensée de Cheikh Anta Diop, parce que c'est la seule voie du développement de l'Afrique, c'est la seule voie du développement du Sénégal, c'est la seule voie de l'élévation de la femme et de l'épanouissement des enfants. Merci.
Merci beaucoup, c'est ça. Merci. Et on va conclure. Merci beaucoup pour ce, merci beaucoup pour ce grand hommage à Cher Anta. Peut-être c'est aussi fait partie de la pensée décolonialisée. Juste un dernier mot pour dire qu'est-ce que nous faisons des inégalités rapidement parce que tout le monde commence à s'exciter avec le bongo. OK. OK, merci. Merci. S'il vous plaît, on va conclure. S'il vous plaît. Merci. Un petit peu d'attention, encore 5 petites minutes, s'il vous plaît. Voilà. Merci. jërëjëf ci njukkal bi le bongo man neex na. Je voudrais revenir sur la notion de la langue et le rôle de nos universités dans la récupération de notre histoire et de notre culture. Absa parlait tout à l'heure du fait que je suis bien en Wolof, mais je ne savais pas écrire le Wolof. Et c'est à l'Université de Dakar que j'ai appris le Wolof quand j'étais en licence. Et jusqu'à présent, nous ne faisons pas nous ne nous appesantisons pas sur le fait que la culture est transmise par la langue et que nous perdons beaucoup en perdant notre langue et que pour retourner sur ce qu'on était avant, il nous faut vraiment faire des recherches sur nos langues, récupérer nos termes. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui se perdent en traduction et que on ne peut pas Cheikh Anta avait dit on ne peut pas savourer quelque chose de bon avec la langue d'autrui. Donc, il est très important que nous connaissions nos langues, que nous allions au fin fond de là où se retrouvent nos langues et vraiment de nous déconstruire, parce que notre déconstruction commence par comprendre nos langues, comprendre les termes qui érigent nos langues et notre culture. Maintenant, je pose toujours la question parce qu'on passe beaucoup de temps à dire nous étions ceci avant, nous étions cela avant et maintenant nous sommes comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Et je crois qu'on doit vraiment dépenser de l'énergie pour explorer comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on était avant, maintenant qu'on le sait, pour changer ce que nous sommes aujourd'hui. Merci. léegi may leen ma tàggatoo ak yéen ci ay baat yu gàtt jox leen ay baatu wolof maa ngi dinaa ko firi ci français pour ñi déggul wolof. Je vais dire quelques adages en wolof que je vais traduire après en français pour ceux qui ne parlent pas wolof. dañu ne lan ñu war a def léegi ak suñu xam-xam bi suñu maam yi gis nañu lépp def nañu lu nekk te li seen xam-xam ci ay li ñu woy ay baat
lañ ko tënk dañu ne ku xamul foo jëm dellul fi nga jóge. Quand on ne sait pas où l'on va, on retourne d'où l'on vient. beneen wax ji nag mooy dañu xamatul fi ñu jógee fan la ndaxte géwél bu mag bi Samba Jabare Samba dafa ne nit su xamul foo jógee ak luy sa cosaan li nga tane bàyyi ma bariwul. Un grand griot, Samba Jabare Samba, a dit: la personne qui ne sait pas d'où elle vient ni quelles sont ses traditions ne vaut pas beaucoup mieux qu'un animal. Maam yi wax itam ku wàcc sa ànd, voilà. Ça veut dire que si on quitte ce sur quoi on est assis, ça veut dire on est assis sur quoi? Nos traditions. Et qu'on va essayer de s'asseoir, de s'accaparer les traditions d'autrui, on trouvera autrui là qui va nous traiter comme, puisqu'il est là, comme rien du tout. Il est assis sur ses traditions, nous n'allons pas le trouver sur son domaine. Restons dans notre domaine. Loolu bitam xam-xamu maam la. Waaye nag li tax tiitu moom mooy ne ma bàyyi nag ñaari baat yooyu benn bi mooy lu jot yomb. Lu jot yomb. Tout ce qui doit tout dont l'heure est arrivée se fera facilement. Donc, quand l'heure de la Renaissance va arriver, et je crois qu'elle est arrivée, les choses vont se dérouler facilement. Bi may mujj nag mooy lu dul dëgg du yàgg te liñ fi nekk nii li ñu tuuti la jigéen ñi di sewal jigéen di ko naqaral ñu koy def ni ñu def xale itam du yàgg ndaxte du dëgg. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité, c'est-à-dire à l'équité, à la justice, ne peut pas durer. Ça va se perdre dans le chaos. Voilà. Merci. Merci beaucoup à mes très chers panélistes. Merci beaucoup au maestro, cher Diawara, au professeur Sall et Diop qui m'ont demandé d'assurer ce panel, à tous les collègues et collaborateurs et collaboratrices de l'UVS. Et l'UVS, c'est tout le monde. Il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des PATS il y a des PATS et même là, aujourd'hui, on voit même des techniciennes de surface. L'année dernière, j'étais à Bourg. Elles ont aussi participé à la fête, comme tout le monde. Et merci beaucoup de nous avoir rappelé l'œuvre de Cheikh Anta et d'avoir eu cette discussion sur le linéarité, patrilinéarité, tout ça, patriarcat autour de ça. Et j'aimerais terminer sur le fait que nous nous appelons désormais Université numérique Cheikh Hamidou Kane et que dans son ouvrage L'aventure ambiguë, comme l'a rappelé sa fille tout à l'heure, il y a la Grande Royale. Et qui était tout à fait l'esprit de l'ouverture. Je vais embêter notre cher collègue Ndeye Fatou Kane qui devait être avec nous mais qui ne pouvait pas, qui nous a même promis de nous produire une vidéo sur la Grande Royale. Elle m'a un peu confié que c'était aussi une figure de Badiane. Donc qui s'est transformée comme ça, de manière romanesque. Donc cette dame qui nous a montré aussi qu'on pouvait avoir les pieds sur terre, comme ce qu'on essaie de trucs enracinés, mais aussi la tête vers le ciel, l'esprit d'ouverture, comme toutes nos valeurs dans notre chère université. Merci pour tout. Bon appétit.